Déjà pas mal de choses sur les sportifs de haut niveau. On a eu quelques entrepreneurs, en voici d'autres. Alors donc Benjamin Dubail, donc qui est le fondateur de MILF et de la manufacture alpine, Valériane Voirin, cofondatrice de Miasson, et Gaylord Pedretti, directeur général de l'Axat et Sporter, qui a animé l'Impérial et Annecy le week-end dernier avec le High Five. Merci à vous trois d'être avec nous. Merci. Benjamin, quelle belle aventure, fondateur de MILF. Bon, pour tout vous dire, dans ma belle famille, ils sont tous dans l'univers de la lunette. Et forcément, mon beau-frère connaît très bien Benjamin, ce qui m'a donné l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, lorsque tu as mis en place ces lunettes MILF qu'on a vues et qu'on continue de voir fort heureusement. MILF, c'est Made in la France. Voilà, pas autre chose. Et puis voilà. Qui a pensé à autre chose ? Et la manufacture alpine, ça c'est une belle histoire. Alors je te laisse peut-être nous la raconter succinctement si tu veux bien. Alors je vais essayer d'être bref. MILF, c'est né de... J'ai retrouvé des lunettes dans le grenier de Ski 3000 à la Clusaz où je travaillais. Je suis parti au Canada avec. Bon, il y avait déjà pas mal de... On a arrosé toute la Clusaz avec les lunettes. Je suis parti au Canada avec et là tout le monde me sautait dessus pour savoir quelle était la marque et où est-ce qu'ils pouvaient en acheter. Bon, il n'y avait plus de stock, pas de marque. Et le nom de la marque, j'ai trouvé naturellement là-bas. Parce que les lunettes étaient déjà 100% fabriquées en France, à Oyonnax, dans le berceau de la lunette. Et du coup, MILF est né comme ça. Et puis, au fil du temps, parce que ça va faire 10 ans, au mois de janvier 2020, que MILF existe. Et puis voilà, le problème quand on fait du Made in France, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. C'est-à-dire que quand on annonce les prix, pourtant les prix sont pas exorbitants, 69 € le premier prix pour une lunette. Les gens disent c'est bien, mais c'est cher. Donc l'idée, c'était de dire on va aller voir des gens qui écoutent déjà l'histoire qu'on a à leur raconter, qui vont regarder le produit, qui vont avoir une sensibilité au niveau du produit, et puis qui seront enthousiastes au niveau du Made in France. Et c'est comme ça que Manufacture Alpine est née. Parce que je me suis dit, il y a plus de 300 étapes sur une lunette de fabrication, qui sont fabriquées d'ailleurs chez Jean Calaman. Et puis l'idée, c'était de valoriser vraiment tout le travail qu'il y a sur une lunette, et qui est en train de soit partir en retraite, soit délocaliser. Bien sûr. Ce que tu as fait, c'est monter un réseau, ton propre réseau dans un premier temps. Tu es allé chercher les compétences qui étaient un petit peu diverses et variées et dans un secteur géographique différent pour proposer justement cette manufacture alpine. Ouais, tout à fait, parce qu'il y a de la découpe chimique qui est faite en Italie, il y a des verres solaires qui sont faits à Saint-Claude dans le Jura. Après tout est fabriqué à Oyonnax, et nous au Parc des Glaisins on fait tout le design, on réfléchit à est-ce que la branche on va mettre une trame sur la branche, on essaie de jouer avec les différentes possibilités qui sont multiples dans la lunette. C'est un vrai attachement, engagement pour le savoir-faire qui existe et qui dans certaines régions, je pense notamment au Jura, est un petit peu malmené. C'est une responsabilité que tu t'es fixée ? Disons que je fais avec mes petits moyens du bord. J'essaie d'être en phase avec mes convictions. La question s'est posée quand j'avais un petit coup de moins bien au niveau de l'entreprise, de dire qu'est-ce que je fais ? Je vais faire du volume, je vais en Chine, je fais du volume, je vends de la lunette pas chère, mais j'en vends plein, et puis je vais gagner de l'argent comme ça. Et en fait, je me suis dit non, parce que déjà le Made in China, tout le monde sait en faire. Il y en a qui le font très bien. Et justement, moi je défends le Made in France depuis le début que j'ai créé la société. Et du coup, il faut rester en phase avec ses convictions. Et c'est pas évident tous les jours. Notamment au niveau des artisans du Made in France. C'est-à-dire que le Made in France, on sait quand on commande, on sait jamais quand on est livré. Donc, mais ça fait partie du jeu. Donc faut avoir un peu de temps devant soi. Ouais. Faut avoir un peu de stock, c'est un peu le truc. Alors c'est le problème, c'est qu'on stocke pour les fournisseurs et pour les clients. Ouais. Voilà. Quand tu parlais des Glaisins, c'est un bassin d'entreprise aussi très intéressant. Et comme les réseaux, comme le réseau des fondus, c'est l'occasion d'aller rencontrer des gens qui sont dans un secteur pas forcément trop éloigné du tien, dans lequel tu te dis, il y a peut-être une opportunité de business, peut-être qu'on peut développer des produits ensemble. Est-ce que c'est déjà quelque chose auquel tu penses ? En fait, on avait essayé justement avec une marque de lunettes qui est très connue aussi sur Annecy, qui s'appelle Shelter.
Et on s'est dit, autant, je sais pas, mutualiser les achats au niveau des verres solaires et, enfin voilà, sur des trucs qu'on pouvait. Et en fait, on est tellement la tête dans le guidon qu'on a le temps de rien et puis qu'on n'a pas forcément les mêmes temps de production ou on sort pas des collections en même temps ou quoi. Donc ça, c'est jamais réellement fait. Après, c'est vrai que je fais partie du réseau SV. Qui apporte beaucoup de choses, mais vraiment sur le domaine de l'outdoor. Et ce que je trouvais sympa justement avec le réseau des fondus, c'est que on a plein de profils qui sont rattachés à la région, mais on a aussi bien des artistes que des entrepreneurs, que des artisans. Et même dans les entreprises, comme on a vu, il y a des brasseurs et puis des gens de l'outdoor. Enfin voilà, il y a de plein d'horizons différents. Donc ça s'est pas fait pour l'instant, mais en tout cas la porte est pas fermée. Ça sera peut-être par la suite. Bien, Benjamin, on va donner la parole à Valériane. Valériane. Made in France aussi. Made in France. Made presque in Annecy. On parle de tente de plage. Exactement. C'est ça. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà vu fleurir sur les plages du lac cet été. Notre marque existe depuis 3 ans. Elle a un jaune fluo qui est assez distinctif. Et on a eu l'idée avec mon associé Hortense qui est dans la salle. On était au lycée à Berthollet ensemble. Et après nos diplômes, elle en architecture d'intérieur et moi en marketing, elle m'a rejoint en Australie où j'avais été envoyée pour une mission de conseil. Comment vous avez eu l'idée de ce produit ? Et alors en Australie, on a rapidement eu besoin de se protéger du soleil qui était très fort. Et on s'est vite aperçu que les parasols, c'était toujours galère à transporter, rarement joli, très souvent fabriqué en Chine. Et du coup, on s'est dit, il y a un manque, il y a quelque chose à inventer. Et c'est là qu'est née cette petite pochette que vous pouvez transporter dans votre sac, qui passe en bagage cabine, qui s'installe en 3 positions et qui vous abrite des UV. Le tout fabriqué en France. Le gros du travail aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus de travailler sur, pas forcément le design, parce que ça y est, il est déjà établi, on a la forme, on a les piquets, on a les petits fils derrière et les sardines, j'imagine, pour la planter. Vous la connaissez bien, après, vous l'avez jamais essayé ? J'ai fait beaucoup de camping quand j'étais jeune. Et après, j'imagine que c'est essayer de trouver une multiplicité de tissus qui correspondent justement aux envies des uns et des autres. Oui, alors l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de joli et d'élégant. On s'associe, alors on a créé nos propres designs et on s'associe avec d'autres marques pour développer des collaborations exclusives. On l'a fait notamment avec Air France l'année dernière, qui ont été séduits par l'idée innovante du produit, et on continue à le faire. On a plein de projets justement pour continuer à se focaliser sur ce produit. Notre ambition, c'est que ça devienne une référence en protection solaire et de le vendre partout dans le monde grâce à notre site internet, qui pour le moment est notre principal moyen de distribution. Est-ce qu'aujourd'hui vous cherchez, peut-être avec le réseau, à trouver des détaillants qui vont croire dans votre produit, qui vont le mettre en vente ? Je sais pas, ça peut être une grande franchise comme ça peut être peut-être des petits commerçants. Alors la stratégie jusqu'à aujourd'hui, c'était de rester sur Internet, car notre fabrication dans la région nous coûte très cher. On limite les intermédiaires. L'année prochaine, cette année, on est un peu victime de notre succès parce que tous les produits sont en rupture de stock depuis notre passage sur Capital. Donc la stratégie évolue, on doit fabriquer plus et surtout on doit répondre à cette demande qui est croissante et passer par des réseaux de magasins. Donc ça va être le cas. Pour fabriquer plus, c'est facile de trouver les fournisseurs. Tu parlais du presque made in Annecy. Est-ce qu'il y a la matière, disons, le tissu ici? Alors depuis l'origine du projet, on travaille. Alors c'est Hortense qui a prototypé nos premiers produits en apprenant à coudre, en utilisant des bâtons de ski rétractables et des cannes à pêche de golf. Donc c'était vraiment homemade. Mais après, on s'est vite développé en usine parce qu'on voulait le faire de manière industrielle. Et dans la région, à Lyon, il y a nos tissus qui sont les tissus sont tissés, teintés, confectionnés. Et à la DTP d'Annecy, en face du 27e BCA, tout est assemblé, packagé et on expédie depuis ici. Donc c'est juste une mise en place un peu différente pour l'année prochaine. C'est surtout un bon logisticien qu'on doit trouver. Mais ce réseau nous a déjà servi, on reconnaît des têtes, des gens qui nous ont aidés au début de l'aventure, TSL pour les bâtons, les tissus avec Georges qu'on vient de voir à ma place. Et un peu ça, même si on est super jeune, qu'on s'est lancé à 23 ans. Vous avez déjà des choses à transmettre. Et que je pense qu'on a plein de choses à transmettre. En tout cas, on a l'envie, on nous sollicite beaucoup parce qu'on utilise souvent les réseaux sociaux et que notre clé, c'est de se faire connaître. Notre produit, il faut le faire découvrir. Les gens adhèrent rapidement au concept. Donc, on a cette utilisation des réseaux sociaux, plus de la fabrication du Made in France à partager et on le fait volontiers.
Et donc un réseau social Made in Haute-Savoie, qu'est-ce que ça peut apporter quand vous visez l'international Alors surtout que nous on a un schéma qui est un peu spécial parce que nos racines sont annéciennes, c'est là qu'on s'est lancé, mais on vit la moitié du temps à Paris, donc en fait on fait fleurir notre arbre depuis Paris pour cibler l'international, on vend dans 28 pays à l'étranger, mais on sait que c'est ici qu'est fondée notre entreprise et que c'est là quand on vient que c'est grâce à ça qu'on y arrive. C'est une entreprise d'ici et des toiles de tente qu'on trouvera sur toutes les plages et sur toutes les pelouses du monde demain. Je le souhaite en tout cas. On va donner la parole à Gaylor. Il est comme à la maison ici. Hein, tu connais la scène, t'es habitué maintenant. Et grâce à Philippe notamment. T'étais là la semaine dernière. En conclusion du high five. Est-ce que ça s'est bien passé cette année, cher monsieur? Oui, j'ai plutôt de la chance. Parce que ça, pour le coup, une semaine avant, tout le monde nous disait il va faire 3 jours, il va pleuvoir. Et tous ces gens-là, j'ai pas voulu les écouter. Et on a eu de la chance, on est passé à côté des gouttes et on a eu, je crois, 16 500 personnes sur les 3 jours. Et puis, j'allais dire, au-delà du succès chiffre ou autre, ce qui, je pense, nous rassemble tous ce soir, c'est de vivre de nos passions. Et je suis un peu étonné, après tant d'années, d'être là sur cette scène-là et de parler de ma passion et de vivre de ma passion. Parce que je suis un peu comme tous ces entrepreneurs, partis de rien du tout. Et il fallait croire en soi. Et donc, moi, c'est surtout pour ça que je suis venu ce soir, en fait, transmettre. Est-ce que tu as eu la chance, toi aussi, d'être épaulé par certaines personnes pour obtenir le financement et avoir la possibilité de mettre en place ton événement? Comment ça s'est passé exactement? Ou est-ce que c'est toi qui es allé avec ton petit cartable voir ton banquier? Le banquier, j'ai jamais trop eu la cote avec les banquiers. Parce que historiquement, quand j'ai voulu monter ma boîte, je demandais pas d'argent, je voulais juste un compte. Parce qu'en fait, pour monter sa boîte, il faut un compte en banque. Et on m'a dit, asseyez-vous, expliquez-moi votre projet, etc. Je me suis levé, j'ai dit, excusez-moi, j'ai pas le temps. Parce que j'avais vraiment besoin de ça. Donc, bien sûr qu'au début, on galère. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu compris comment ça marchait. J'allais dire que pourquoi j'ai répondu à Claire oui. C'est que effectivement les réseaux n'existaient pas forcément à l'époque et il y a des gens de la bienveillance. Je l'ai vu tout à l'heure, Joël Buissoni qui est dans la salle, qui m'a accueilli et qui m'a dit bon écoute, je vais t'aider, tu sais pas faire un business plan, mais t'as l'air de tenir la route, donc je vais te le faire à ta place. Et grâce à lui, j'ai eu un bureau, des gens comme Jean-Marc Favre qui m'ont ouvert leur réseau sur Annecy. Enfin, il y a plein de gens bien pensants et bienveillants qui m'ont aidé. Et c'est cette raison-là, comme l'a dit Georges tout à l'heure. Moi, j'ai eu des mentors. J'ai vraiment des gens qui m'ont fait être là aujourd'hui. Et je trouve que avoir la lumière, c'est bien, mais après, prendre cette lumière et éclairer d'autres, c'est beaucoup mieux. Donc, si je peux faire la courte échelle à mon niveau, ça sera avec plaisir. Et du coup, un autre point commun à tous ceux qui sont sur scène ce soir, c'est un moment avoir osé. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui hésiterait, puisque là, on est dans une logique de transmission? Qu'il faut qu'à chaque fois qu'on te dit non, ou enfin en fait on m'a dit non beaucoup de fois et à la fin c'est pas que j'écoutais pas, mais je me disais bon je vais tout faire pour. En fait le meilleur exemple que je donne souvent, c'est que parfois une porte elle est fermée mais t'es peut-être pas vu à la bonne heure, donc réessaye après parce que peut-être le bureau était fermé pendant 2 heures, reviens le lendemain ou autre. C'est un peu être tenace, c'est pas être têtu ou vouloir d'un non en faire un oui, mais en fait s'il y a une porte c'est qu'elle peut s'ouvrir. Donc il faut juste se dire qui c'est qui a la clé, justement, d'où l'intérêt des réseaux. Moi, souvent, j'ai fait ça quand j'ai voulu à l'époque contacter Orange. Je me renseignais, Orange, ils sont partenaires de quel événement? Ah, ils sont sur tel événement à Marseille, je vais prendre ma voiture et je vais y aller, j'ai peut-être plus de chance de les voir sur un événement que dans des bureaux à Paris. D'être un peu malin, d'utiliser le réseau, d'être patient. Faut être patient, ça c'est évident. Et en même temps, faut être patient et puis en même temps, faut beaucoup essayer. Mais il faut jamais baisser les bras. Je pense que tous les chefs d'entreprise le disent, ils y croient toujours plus que ceux qui n'y ont pas assez cru en fait. Donc c'est sans doute ça la clé. Mais en fait, il y a pas de clé. Hein, donc créez votre propre clé. Je crois qu'il y a un serrurier dans la salle. Et il n'y a pas une clé qui ouvre toutes les portes. Mais déjà vouloir. Mais ce qui m'a plu ce soir, par exemple, c'est qu'on est dans une ère en ce moment moderne de storytelling. Quand on crée ta marque, il faut qu'il y ait un message, etc. Tous ceux qui ont parlé là ce soir, ils ont fait leur truc avec passion et le storytelling, il est naturel en fait. Se raconter une histoire auquel on croit pas et qu'on n'a pas envie d'écouter soi-même, ça marche pas. Donc je sais que moi le High Five par exemple, historiquement, c'était le festival dont je rêvais d'aller avec mes copains. Je m'étais dit si un jour je peux aller voir des films de ski dans le cinéma, c'est génial.
Et effectivement, au début, le directeur du cinéma m'avait regardé en disant il est mignon lui, mais j'y crois pas du tout à ton truc, quoi. Et en fait, bon, voilà. Après, il faut être tenace, mais faire les choses avec passion, c'est la clé de tout, en fait. Donc même tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le monsieur de Dahu. Parce que son storytelling, il était genre plus que parfait. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il est pas communicant, vous communiquez très bien. Donc je pense que la clé c'est ça, c'est la passion. Merci beaucoup. Moi je retiens un truc. Je retiens plein de choses dans ce que tu viens de dire, mais quelque chose surtout qui a la priorité, tu as la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire qu'on t'a donné à un moment donné, si toi maintenant tu peux donner, tu le feras avec beaucoup de générosité. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci.